Dans le transport en commun, je porte mon masque. Je le fais pour les autres, ceux qui m'entourent, ma famille, mes amis, les gens de mon quartier. Je le fais parce qu'on a tous un rôle à jouer envers notre communauté, envers ceux qu'on aime. Parce que la COVID-19 est toujours là. Faut pas lâcher. Faut continuer de bien se protéger. Face à un virus aussi tenace, en transport en commun, on doit tous porter le masque. Tous contre un, tous contre la COVID-19. Un message du gouvernement du Québec. En raison de pandémie, CKUT a décidé de rapporter indéfiniment notre campagne de financement annuelle. Mais nous apprécions toujours les dons pour soutenir nos opérations durant la fermeture. Le moment présent exige des nouvelles approches créatives et des douzaines d'animateurs et animatrices ont relevé le défi en maîtrisant les logiciels pour vous livrer les émissions de très haute qualité. Nous sommes conscients que CKUT 90.3 FM vous tient à cœur. C'est pour cette raison que nous faisons appel à votre générosité. Si votre situation vous le permet, nous vous invitons de vous rendre sur notre site web ckut.ca et de faire un don en appuyant sur le bouton vert de donation ou d'envoyer un chèque par la poste à Radio CKUT 3647 rue Université H3A 2B3 Montréal, Québec. Merci. There is this thing. Do you realize what is? There is this thing. Do you realize consciousness is affected? There is this thing on. There is this thing going on. Do you realize our consciousness is affected? There is this thing going on. What is called the news brought to you live. Bonjour, bienvenue sur En Profondeur, lundi 14 septembre 2020 sur CKUT 90.3 FM, ckut.ca. Aujourd'hui, nous entendrons en introduction un court extrait d'une entrevue que j'ai réalisée avec Eric Pouliot-Tisdale au 375e anniversaire de Soi-disant Montréal, au soi-disant 375e anniversaire de Soi-disant Montréal. Bon, ça fait plusieurs soi-disant. Sur les Iroquoiens du Saint-Laurent et aussi sur la reconnaissance territoriale de Soi-disant Montréal. Nous allons aussi entendre la suite et la fin de la conférence La terrible histoire de Johnny Tombey, alias Johnny McDonald. Et nous allons aussi entendre, en dernier lieu, Produire à la menace, c'est-à-dire une entrevue avec Alexandre Popovic, qui avait publié cette année-là le livre Produire la menace, dont le premier chapitre s'intitule Confédération et provocation, et vous retrouverez beaucoup d'informations sur les agents provocateurs au service de l'État canadien, comme le sous-titre du livre le dit, dans le cadre de la construction de la Confédération. D'habitude, je commence toujours par l'émission en disant qu'on est en territoire Ganengaga, qu'on est en territoire aussi Anishinaabe, qu'on est en territoire... Un jour, il y avait Charles Bender qui était venu ici, qui est Wendat, et qui dit « Ouais, ben nous aussi, les Wendat, on réclame Montréal parce qu'on considère descendre des Iroquois du Saint-Laurent. » Mais les fameux Iroquois du Saint-Laurent, c'est qui?
C'est qui, Éric Pouliot-Tisdale? On va être un peu décousu pour l'instant, parce qu'on commencera pas en ordre chronologique, mais c'était qui, ces fameux Iroquois du Saint-Laurent? Ben, en fait, ça reste toujours sous étude en théorique, si je pourrais aborder ça comme ça. Parce qu'il y a évidemment une partie de la population mohawk qui n'adopte pas cette théorie-là. Et puis c'est plutôt issu des historiens académiques que cette notion-là avec l'archéologie a pris naissance. Mais graduellement, les gens commencent à se marier des deux côtés avec l'idée. Parce qu'il y avait beaucoup de variantes avec les gens de la côte, on pourrait dire, à partir de Montréal et la côte nord du Saint-Laurent et tout ça, il y a beaucoup de variantes, tant linguistiques, des partiellement culturelles aussi. On pourrait jusqu'à un certain point dire qu'il y avait un semi-nomadisme à partir de Montréal, considérant un lieu, Montréal, au nord, il y avait beaucoup plus d'Algonquiens. Au sud, plus donc les Mohawks, les Iroquois. L'île, jusqu'à un certain point, ça pouvait être un lieu diplomatique d'échange occasionnel. Des fois, une guerre vaincue par un ou par l'autre, donc développée pendant un certain nombre d'années, ou éventuellement une période d'échange, une période pacifique, un lieu métropolitain où les échanges de bon escient marchaient pendant un certain nombre d'années. Mais il n'y avait rien de stable. Comme on le sait, le premier voyage de Champlain, il remarque un village, quartier, pardon, puis quand Champlain revient après, il renote, mais ce village-là, il n'est plus là. Donc, est-ce que c'était issu d'une guerre intertribale ou est-ce que c'était issu de... On sait que les villages Mohawks déménageaient occasionnellement, considérant pour la qualité des sols, pour avoir un bon sol fertile. Fait que c'était essentiel de déménager jusqu'à un certain point, là, certaines périodes, disons, à tous les 2 ans, à tous les 3 ans, pour avoir un sol plus riche pour la culture du maïs et d'autres légumes, les courges et tout ça. Donc, ça reste une spéculation entière. Pourquoi le village n'était plus là? Est-ce une guerre? Est-ce que c'est un déménagement? Est-ce qu'ils ont été annihilés dans une guerre? Ça reste un grand mystère jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que côté artefacts, on parle, avec le carbone 14, on peut observer un âge d'environ 2000 ans pour les artefacts. Mais maintenant, il y a des nouvelles études qui ont été sorties il n'y a pas très très longtemps. Ça peut remonter jusqu'à environ 5000 ans. Mais évidemment, la tradition de bouche à oreille nous amène évidemment plus loin encore. Aussi, il y a une petite problématique avec la tradition de bouche à oreille jusqu'à un certain point, c'est que il y a un consensus qui va éventuellement devoir être conclu entre toutes les Premières Nations. Nous écouterons maintenant la suite et la fin de la conférence webinaire La terrible histoire de Johnny Tombé, alias Johnny McDonald. Oui, vas-y. Allô, c'est Quequatsa, Michael. Il fallait répondre à quoi exactement? Non, c'est ce que tu voulais rajouter sur les tours de parole des autres? Ben, dans le fond, moi, c'est pas mal ça. En gros, John McDonald, il a travaillé beaucoup gros pour l'assimilation, des politiques d'assimilation au début de la colonisation. Il a vraiment contribué. Là, moi, nous autres, comme j'ai dit, 076, c'est la communauté Macheteuillats où j'ai grandi. Ça a été un des premiers comme pensionnats dans notre communauté. Puis dans la famille aussi, cette politique-là a mené à plusieurs réalités même qu'on a aujourd'hui.
les tables de loi puis, dans lesquelles a travaillé John A. Macdonald avec ses collègues ont encore des répercussions aujourd'hui. Puis, comme moi, à titre d'exemple, je vais vous donner mon point de vue comme en tant qu'Autochtone ayant grandi d'une réserve. Ben, nous autres, juste pour vous donner un exemple avec cette loi-là des Indiens, qui était une politique de tuer dans l'enfant, de les envoyer dans les pensionnats. On ne pouvait pas pratiquer les rituels, on ne pouvait pas pratiquer notre culture ni parler notre langue. Il y a eu une coupure avec les générations de nos arrière-grands-parents qui ont été envoyés là, dans les pensionnats, puis jusqu'à aujourd'hui. Fait que même que une sœur à mon grand-père aussi, c'était très, très une politique là, très sévère là, envers les femmes autochtones. Puis entre autres, les femmes qui mariaient des non-autochtones perdaient leur statut. Puis c'est arrivé à une sœur de mon grand-père. Elle a marié une personne de Saint-François-de-Sales. Puis elle s'est retrouvée à perdre son statut. Elle ne pouvait plus aller dans la communauté, ni être là. Ce qu'on appelle l'émancipation. Tu sais, comme parlait un peu Éric des politiques d'émancipation, c'est vraiment la spécialité de John A. Macdonald envers les premiers peuples ici qu'on a subi avec les mises en réserve. Souvent, dans les mises en réserve, ça prenait une permission au départ de la reine pour pouvoir sortir de la réserve. Il fallait qu'attendre après. C'était une période qui était précaire, comme on nous affamait énormément, parce qu'on a entendu des récits d'aînés de ça. Parce que du côté peut-être des Abénaquis, c'était moins compliqué, parce qu'il avait déjà développé du côté de ma mère une technique d'agriculture, tu sais, en quelque sorte. Mais du côté des chasseurs, tu sais, ça a été plus difficile, tu sais, de s'intégrer dans cette politique d'assimilation-là, comme les Inuits. Du côté de mon père, c'était des chasseurs beaucoup, qui étaient reliés au territoire, qui se nourrissaient sur le territoire. Leur vie, c'était le territoire, tu sais. Puis, fait qu'en étant confinés dans la réserve au tout début, c'était difficile pour eux. Souvent, les rations, ce qu'on entendait, c'est qu'elles étaient périmées. Puis ça les rendait même malades, puis c'était très, très rare que quelquefois il y avait des longs délais avant que la ration arrivait, fait que c'était des périodes de famine. Fait qu'il y a des familles qui sortaient en cachette pour aller chasser. Fait que à leur retour, ben, la police montée royale les entendait pour faire feu. Il y a eu des morts, là. C'est des récits, c'est pas des n'importe quoi, qu'est-ce que je vous dis là. Puis il y a même des membres de ma famille aussi que j'ai entendu parler, côté paternel, qui s'étaient sauvés des chiens parce qu'ils avaient envoyé des chiens contre eux autres. Parce que c'était illégal au début des années 1800, fin des années 1800, ils ont créé la réserve faunique des Laurentides. Puis avant même cette époque-là, ils fréquentaient déjà ces territoires-là pour chasser. Puis là, ben, c'était interdit avec la loi des Indiens. Ils nous affamaient. Fait qu'ils sont allés en cachette dans le territoire-là chasser. Puis les RCMP ils ont envoyé la police montée, des chiens pour les intercepter. Puis les autres se sont cachés dans le bois. Puis les récits qu'on a entendus familiales, c'est qu'ils ont tiré des coups de feu. Puis les chiens, on n'a plus entendu les chiens. Puis ils ont repris des sentiers qu'ils ne connaissent pas à travers la forêt parce qu'on ne veut pas. Les Inuits, on est les maîtres de la forêt en quelque sorte. Là, c'est notre cours, tu sais, de récréation en quelque sorte. Je veux dire, c'est notre culture, on a une connaissance du territoire. Puis ils ont eu de la difficulté, ils n'ont pas été capables de retracer c'était qui, puis tout le monde s'entraidait dans la communauté. Hein? Là, tout le monde a de l'orignal, qu'est-ce qui se passe là? Il y a une enquête qui s'est faite, mais personne ne savait c'était qui. Fait que c'était comme un peu, ils sortaient comme ça en cachette. Vous voyez un peu les politiques qui ont eu cours en même temps qu'il y a eu le génocide là, qui a été aussi dans la révolte des Métis, la pendaison de l'Ouriel, tout ça, puis les peuples autochtones, la révolte. Il a contribué gros aussi à l'expansion du Canada. John A. Macdonald, ses collègues, beaucoup avec le chemin de fer aussi. L'esclavage dans les chemins de fer, dans l'expansion du Canada, ça a joué gros là, dans la politique de génocide envers les Autochtones parce que c'est l'expansion du colonialisme des colons qui vont s'établir. Puis c'est beaucoup... il affamait les Autochtones aussi, il tirait, comme on a vu, les bisons, les différentes populations, différentes politiques là, qui s'est faites là-dedans là, pour un génocide. Fait que c'est un peu ça que je voulais rajouter. Alors, merci, je ne voulais pas trop parler longtemps, parce que quand je m'emporte, des fois c'est long. Merci. C'est jusqu'à maintenant. Oui, je voulais juste rajouter un truc,
ce que disait Mike m'a fait penser à ça, c'est que John A. Macdonald, ses politiques ne se sont pas appliquées juste aux Irlandais catholiques, aux Autochtones. Sont aussi appliquées aux migrants de manière générale, aux immigrants de l'époque. Je ne sais pas si on peut les considérer comme des colons. Certains étaient des colons, d'autres étaient des immigrants. Je pense notamment aux travailleurs chinois qui ont construit, en fait, pour la plupart, le chemin de fer. John A. Macdonald a mis en place, en tout cas, est derrière la mise en place de politiques extrêmement racistes, en fait, restrictives vis-à-vis de ces populations-là. Parce que déjà à l'époque, et c'est aussi pour ça que lui était un petit peu c'est pas juste un homme de son époque, c'est quelqu'un de son époque, mais qui est à l'avant-plan des politiques racistes et du darwinisme social qui va se mettre en place après, ou qui va se mettre en place à peu près au moment, dans le dernier quart du 19e siècle. Il a été raciste également envers d'autres types de populations et dont les politiques, en fait, se sont ressenties pendant très longtemps, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, la plupart du temps. Et puis plus longtemps pour ce qui concerne les Autochtones, évidemment. Ouais, excuse-moi, j'ai commencé à parler sans enlever le muet. C'est ça. Oui, c'est juste pour dire, je voulais vraiment remercier les collègues de ce panel, particulièrement nos camarades autochtones qui ont pris parole. Ça doit pas être évident de toujours raconter ces histoires qui sont, comme on a entendu, intimes. Alors, merci énormément pour avoir partagé ça, je suis sûre que ça sera pas en vain. Et sur ça, je pense que oui, je voulais revenir sur la question de génération. Si, comme moi et Benjamin, on a un peu nommé, les politiques coloniales sont mises en place à travers des institutions, comme par exemple la police montée, comme Michael, c'est bien Michael, je le dis bien, en tout cas, comme mon collègue a mentionné, mon copanéliste a mentionné. Puis, c'est également avec les loges orangistes, l'ordre orange, avec le gouvernement du Canada en soi, le fait que c'est encore considéré comme des terres de la reine. Il y a dans le fond, au Canada, de notre analyse, c'est des terres contestées. Alors, qu'est-ce qui fait un État? Un État, selon la loi, droit international, c'est simplement un État existe parce que d'autres États reconnaissent que ça existe. Alors, beaucoup de ce qu'on voit dans le symbolisme du gouvernement au Canada, c'est ce genre de propagande coloniale qui est actuelle, qui est d'actualité. On voit au Wet'suwet'en encore une fois une invasion, encore une fois la marchandisation de la terre, encore une fois des peuples autochtones, des femmes. On voit encore des chiens, des hosties de chiens qui sont envoyés envers nos camarades autochtones. C'est les mêmes affaires qui se font, c'est pas juste l'histoire. Alors, je suis à 100% vraiment d'accord avec le propos qui a été dit aux radios comme quoi ça divise encore. Puis je suis vraiment d'accord avec le camarade Eric en disant que ça prend beaucoup d'éducation. Je pense qu'on est tous là-dedans, c'est pour ça qu'on est ici. Mais sur la question des générations, c'est à travers ces institutions-là, alors les loges orangistes, à travers le gouvernement en soi colonial, à travers ces institutions-là, que les nouvelles générations sont indoctrinées par des idéologies racistes, suprémacistes blanches et coloniales. Alors, je pense pas qu'on peut dire passivement qu'il faut... Je sais que c'était pas voulu comme un propos de dire on doit juste attendre 2 générations. Mais je pense qu'il faut vraiment comprendre qu'il y a une nouvelle génération qui est en train d'être politisée en ce moment. Puis cette génération-là, la droite est full active là-dedans. Les colonialistes sont full actifs là-dedans. Les suprémacistes blancs sont très actifs et sont en train d'essayer de mobiliser et convaincre
la population d'aller de leur bord. Alors, la lutte se fait en ce moment. Justement, parfois, ça prend un coup d'éclat pour commencer une conversation. On va pas pleurer. On va pas pleurer pour la statue. Puis, je pense que oui, je suis d'accord avec Benjamin. Beaucoup de monde sont agnostiques un peu là-dessus, sur la statue. Puis, ceux et celles qui sont vraiment outrés, on voit des raisons pour lesquelles sont outrés. Puis, ça donne vie à cette éducation-là. Alors, on est vraiment reconnaissant pour avoir une opportunité de parler de ce sujet-là pour pouvoir contester la situation actuelle. Alors, il ne faut pas sous-estimer la force de la droite à recruter les jeunes en ce moment. Et oui, pour l'éducation massive et pour le débat libre. Oui, yes. Très intéressant, les opinions que vous avez données tout le monde. Yeah. Concernant, c'est ça, même aujourd'hui, moi j'ai parlé de l'historique un peu. Mais c'est vrai que nous autres, encore aujourd'hui, on subit encore les effets là, de ces politiques-là d'assimilation, ces politiques-là qui ont été amenées avec John McDonnell, et comme j'ai dit, avec son équipe. Fait que le fait que tous les événements qui se sont passés, à quelque part, il y a des stratégies à discuter, c'est toujours bon. Les moyens, il y a différents moyens de stratégie. Puis c'est vrai que là, actuellement, on en parle, tu sais, je veux dire... parce que là, c'est d'actualité. La statue a été déboulonnée, a tombé. Fait que, sinon, j'en parlerai pas avec vous autres aujourd'hui. Fait que, tu sais, tout ça, si on regarde l'historique aujourd'hui, dans la lutte des Wet'suwet'en, effectivement, on a vu les chiens. Tu sais, moi, j'ai expliqué un cas qu'il y a eu de chiens, des attaques de l'RCMP contre les familles, ma famille dans le passé. Puis ça se perpétue encore aujourd'hui. Puis même nous, on a une grande historique de lutte chez nous à Machtoyats. Les clans familiales, surtout, qui sont sur le territoire. Parce que nous, on réoccupe les territoires. Puis, on ne reconnaît pas, en fait, nous, les autorités coloniales en tant que telles. On est des clans issus de traditions millénaires, orales. Puis, le legs qu'on a été légué, c'est fait oralement, vraiment une responsabilité de protéger tout ce qui est vivant, tout ce qui est sacré, la terre. Et c'est pour ça qu'on est beaucoup actifs dans les mouvements justement de protection des territoires. On était actifs avec les Wet'suwet'en, mais ici, chez nous, on s'est activé beaucoup contre des projets économiques qui découlent de ces lois depuis le début, de nous mettre en réserve, en fait, qu'il n'y ait plus d'Autochtones dans les territoires pour mieux exploiter les territoires. Aussi, ça a été un rôle clé de nous assimiler, puis le fait qu'on soit rattaché à des bandes. Cette loi-là fait en sorte qu'on soit divisé. Chaque Autochtone est divisé. Chaque conseil de bande négocie leur propre négociation, alors qu'avant cette loi-là, il y avait beaucoup plus de rapprochement, beaucoup plus d'alliances, puis de travail qui se faisait en quelque sorte sur le terrain. Mais donc c'est ça. Fait que c'est pour dire ça, c'est qu'aujourd'hui, nous, on continue encore à résister contre ces politiques-là. Puis c'est que sur le terrain de concret de ce qui a été fait, pour nous, c'est que la loi nous reconnaît comme des mineurs, encore aujourd'hui, puis donne l'autorité à la bande. Puis c'est ça qui était justement la case avec les Wet'suwet'en, parce que c'est la question, la légitimité des conseils de bande versus les souverainetés ancestrales. Donc, c'est plus ça que nous, on applique les souverainetés ancestrales, puis ça part de loin, ça part pas de moi, tu sais. Moi, c'est des aînés qui m'ont approché dans la communauté, des Inuits, des grands-mères qui étaient dans des comités ou Kawimau, qui étaient opposés à l'époque contre les traités coloniaux que faisaient les gouvernements coloniales. Parce que, il faut se le dire, les conseils de bande viennent en fait de la loi des Indiens. Ils ont été imposés avec la loi des Indiens, avec toutes ces politiques-là. Puis leur rôle, ben, ça reste toujours le même. Hein. Tu sais, c'est un rôle d'être paternaliste, assimilé. Il n'y a pas de consensus. C'est remplacer les gouvernances traditionnelles pour des gouvernances étatiques à l'image du Canada. Donc, c'est un peu ça, les cases, nous autres, sur lesquelles on lutte sur le terrain. Moi, entre autres, on a essayé d'expulser ma famille du territoire parce qu'on a établi un campement dans l'Nitassinan, comme on appelle. Ils nous ont dit qu'on était sous des terres du domaine public. Ils voulaient qu'on démantèle. Donc, ils ont commencé à faire pression avec le conseil de bande. Fait que nous, on a réécrit une lettre pour vraiment expliquer toute notre historique.
qu'on a des preuves, nous autres, au niveau photo, au niveau historique aussi, qu'on était là avant même la création du Conseil de bande ou la création du Canada. Nos ancêtres, on est capable de reculer plus loin avant ça. Fait que la case, par après, s'est suspendue là, quand ils ont eu les preuves. Fait que c'est pour vous expliquer qu'on continue encore la lutte. T'sais, nous, on reconnaît pas. On n'a jamais cédé. Il faut savoir que nous, les Inuits, du côté de ma descendance Inuit, mon père, ils ont jamais cédé les territoires. C'est pas encore réglé la question juridique. Fait que c'est une réalité souvent que. Puis l'histoire, je pense que c'est bon qu'il y ait de l'éducation aussi concernant ça. Concernant aussi John McDonald, que les gens soient plus vraiment conscients parce que puis si ça prend un événement comme ça, OK. Mais quelquefois, c'est bon, je trouve aussi, de discuter de stratégie aussi avec les différents acteurs du milieu. Entre autres, même si on est 2% d'Autochtones au Québec, on est sa map, puis souvent, ben, nous autres, on s'est retrouvés comme inévitablement sur la map, là, parce que dans un contexte de territoire non cédé, le bois sortait un peu trop, là. Le bois de résolu coupait des arbres, fait que il y a des chasseurs qui se sont mobilisés, fait qu'on a comme bloqué l'économie un peu. Fait que on a ciblé un peu le gouvernement par rapport à ça, puis ça a créé des pressions un peu contre les gouvernances étatiques. Fait que c'est des luttes qui sont sur le terrain. Ça part de loin. C'est des aînés, comme j'ai dit, qui avaient déposé une pétition qui s'opposait contre toute négociation de territoire, parce qu'en Innu, à Powhatan, ça n'existe pas, négocier la terre, la vie, l'eau. Fait que c'était toujours le contexte des traditions puis moderniste qui est tout le temps un conflit en quelque sorte là, dans la communauté par rapport à ça. Puis dans la communauté, avec la création de la loi des Indiens, c'était comme une expérimentation d'ailleurs. Éric en a fait un très beau travaux sur la diversité ethnographique des communautés, là, de la communauté de Mashtouliats. C'est comme un peu monté sur pièce justement pour créer des divisions. Tout le monde a été envoyé après des brainwashing, des pensionnats, ont tout oublié leur propre identité. Puis aujourd'hui, ben, c'est des tensions même entre les Abénaquis, entre les Cris, les Inuits dans la communauté. C'est vraiment très, très violent l'effet de la colonisation, qu'est-ce qu'elle peut avoir donné comme résultat dans les réserves. Puis donc c'est un peu ça, mais il y a toujours des luttes, comme je vous dis. Puis moi, je fais partie du regroupement des premiers peuples défenseurs des terres ancestrales avec mon cousin. Puis il y a ses membres de sa famille aussi qui sont là-dedans. Il y a mon parrain aussi. Fait qu'on s'efforce de plus en plus au jour le jour à briser ces chaînes coloniales là, de l'héritage de John A. Macdonald. Fait que c'est ça que je voulais dire. J'ai parlé du passé tantôt, mais on est au présent. Puis on était au front aussi avec les Wet'suwet'en. Puis on est pour les mouvements de décolonisation. Tous les peuples qui ont été touchés aussi. Tantôt, j'ai entendu parler des Gallois, des Irlandais, moi, j'ai entendu des témoignages aussi des différents peuples là-bas. J'ai voyagé un peu en Europe, puis j'ai rencontré des Bretons, j'ai rencontré des gens, des Autochtones du milieu qui luttaient contre les structures étatiques. C'est tout le temps un peu les mêmes luttes, je trouve, qui se rejoignent autochtones à travers la planète. C'est ça qui est intéressant, d'avancer, puis déboulonner le colonialisme. Merci. Voilà. Il y a Éric qui voulait parler. Ouais, ben, je voulais juste dire merci à Ben, à toi, Christian, à Louisia, puis à tout le monde qui ont assisté aussi. C'était super intéressant. Puis mon cousin aussi qui vient de parler, parce qu'on est cousins éventuellement de nos familles à Mastayache. Donc, ben, c'était bien intéressant, je trouve, comme discussion. Puis, au plaisir de participer à d'autres trucs similaires. Benjamin. Oui, ben, je voulais remercier aussi. Je voulais te remercier, toi, Christian, d'avoir organisé ça, puis Éric, Mike, puis Lisa d'avoir participé, puis à toutes les personnes qu'on va parler, mais qui étaient là aussi pour nous écouter. Fait que merci beaucoup. Alors, je pense que ça conclut, à moins qu'il y ait une personne qui veut absolument ajouter quelque chose. Il y a Lucie Maillard qui dit merci de votre générosité. Oui, puis c'est ce que je veux dire en live aussi. Franchement, c'est pas un sujet facile, même si on rejoint vos idées.
On n'est quand même pas une majorité à penser comme ça, je pense. Mais en tout cas, merci. Votre souci pour l'éducation est remarquable et très apprécié. Puis j'ai une connexion épouvantable, fait que j'espère que vous m'avez entendu. Oui, on t'a bien entendu. Merci. Super. Non, ben c'est ça. Merci à tout le monde. M. Statusko maintenant. Puis c'est le fun là, d'avoir eu cette belle idée-là, d'inviter. Très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. Puis merci. Merci beaucoup. Merci Eric. Merci Christian. Merci les autres qui ont participé. Alors, je vous souhaite une belle fin d'après-midi. Et j'espère qu'il va y avoir d'autres événements ou s'il y a d'autres trucs. J'aime ça suivre là, toujours, puis en apprendre, puis participer. Alors, merci une semaine tard. Yamé. Eh bien, merci, puis à bientôt. Oui, merci, à bientôt. Cool. Bien hâte.